Je m'appelle Lucie. On ne peut pas dire que j'ai eu une enfance agréable. Enfin, comme beaucoup d'entre nous. Un père alcoolique et violent, une mère dépressive et droguée, mais je ne pouvais pas lui en vouloir. Je pensais qu'elle y trouvait une sorte d'échappatoire à ce que mon père lui faisait vivre. Quant à moi, j'évoluais dans ce milieu à la fois biaisé, triste et instable. À l'âge d'aller au lycée, c'est là qu'avaient commencé les vrais problèmes pour moi. Mauvaise fréquentation, études complètement négligées. Je me foutais de tout. J'avais même pensé au suicide à un moment donné. Un jour, mes amis et moi étions allés dans un hangar abandonné. C'était là que ma vie avait pris la pire des mauvaises tournures. On avait commencé à se droguer. Au début, c'était plutôt soft, mais augmentant sans cesse les doses. C'était ma manière de structurer la problématique. Quand j'étais lucide, je voyais un garçon. Il s'appelait Alex. C'était un véritable coup de foudre entre nous. Il me demandait sans cesse de quitter la bande, me répétant que tôt ou tard, tout ça finirait mal pour l'une ou l'un d'entre nous. Il ne mentait pas quand j'y pense. Mais la drogue étant plus forte que l'amour en ce temps-là, je ne l'avais pas fait. Je revenais toujours à cette addiction. Mais cette fois-ci, nous étions passés à beaucoup plus fort. C'était des drogues dures. Tout y passait. Héroïne, cocaïne, etc. Ça empirait chaque jour. Nous étions sous l'influence des shoots qu'on s'envoyait quotidiennement dans les veines. Quand j'étais dans mon état normal, je voulais changer tout ça. Je voulais enfin vivre. Puis un jour, l'inévitable se produisit. Un matin, alors que j'étais complètement shooté, on m'a retrouvé en pleine rue, à moitié nu, une seringue de speedball encore plantée dans le bras. J'avais le choix, vivre ou mourir. On en revenait toujours à ce même choix. J'ai choisi la vie. J'avais quitté la bande. Alex m'avait aidé à me sortir de tout ce merdier dans lequel j'étais embourbé. Puis un séjour en désintox et un suivi méticuleux, j'avais réussi à m'en sortir. Il m'avait fallu beaucoup de temps et de patience, mais avec la détermination, j'y étais arrivé. Après quelques années, Alex et moi, nous nous sommes mariés. À cette époque, nous étions tellement heureux que rien ne pouvait nous arriver. Puis j'étais tombée enceinte. Nous étions fous de joie. L'amour avait enfin triomphé. Et 9 mois plus tard, je donnai naissance à notre fille Anna, qui était notre rayon de soleil. Puis les années avaient passé. Anna avait grandi dans l'amour et dans la joie. Je m'étais fait la promesse de ne pas reproduire les erreurs que mes parents avaient commises dans le passé. Pourtant, la vie ne nous avait pas épargnés. Elle avait été si dure, et même parfois cruelle. Mais à chaque problème, nous trouvions une solution. Même dans l'adversité et la maladie, nous nous soutenions les uns les autres. Nous y reviendrons plus tard. Entre-temps, elle avait trouvé un petit ami. Il se nommait David, un garçon très gentil. Elle avait été acceptée dans une grande université. Nous étions tellement fiers d'elle. Elle avait obtenu son diplôme avec mention très bien. Notre petit rayon de soleil rayonnait dans nos vies, comme une douce mélodie. D'ailleurs, David lui aussi avait eu le sien, portant la même mention. Nous étions doublement fiers. Quelques mois plus tard, ils nous ont demandé s'ils pouvaient passer à la maison. Je leur avais répondu que oui, avec plaisir. Nous étions tous attablés autour d'un bon café chaud, car l'hiver venait de s'installer, lorsqu'ils nous avaient appris que nous allions être grands-parents. Mon Dieu, nous étions tellement heureux que des larmes de joie coulaient sur nos joues rougies par l'émotion. Au bout de quelques heures passant en notre compagnie, ils durent reprendre la route pour rentrer.
Nous leur avions proposé de passer la nuit chez nous. Ça serait plus prudent. Mais ils avaient refusé, de peur de nous déranger, alors qu'il n'en était rien. Sans compter que David devait finir un travail en rentrant. Donc il nous avait embrassés, puis avait quitté la maison. Mais un étrange malaise m'avait figé sur place. Une froideur avait parcouru mon corps, me glaçant l'échine. 2 heures étaient passées, quand la police avait frappé à notre porte. Ils nous avaient demandé si nous étions bien les parents de Hannah. J'avais tout de suite su. Je m'étais écroulée à terre, en pleurant toutes les larmes de mon corps. Un chauffard ivre, roulant à contresens, les avait percutés de plein fouet, les tuant tous sur le coup. Alex et moi avions été dévastés par cette terrible nouvelle. Nous avions basculé dans l'horreur en l'espace de 2 heures. Les deuils furent difficiles à surmonter. Nos vies étaient devenues dénuées de tout sens, presque éteintes. Quelques années de plus étaient passées. Malgré toutes les embûches de la vie, notre couple avait tenu bon. Je vous ai raconté notre vie au passé. Maintenant, passons dans le présent. Un jour, Alex est tombé gravement malade. Mais cette fois, c'était du sérieux. Il a un cancer et avait été hospitalisé à plusieurs reprises. Il avait demandé à sortir de l'hôpital contre l'avis des médecins. Son seul désir était d'être à mes côtés. J'ai bien essayé de lui parler, le raisonner, mais il ne veut rien savoir. Ils n'ont eu d'autre choix que d'accepter le sien, tout comme moi d'ailleurs. Une infirmière passe à la maison tous les jours pour faire les soins. Tout ce qu'il veut, c'est mourir à la maison et en ma présence. Son état s'aggrave très rapidement. Il me demande de mettre fin à ses souffrances. Mais l'euthanasie étant interdite, je lui réponds que je ne peux pas faire ça, que je n'en ai pas le droit. Sans compter que je l'aime tellement que j'en suis incapable. Mais il a réponse à tout, me disant que si je l'aime aussi fort que je le dis, alors je dois le faire. Mais c'est au-dessus de mes forces. Je n'en suis pas capable. Malgré tout cela, un mécanisme se déclenche en moi, faisant en sorte que je commence à y penser jour et nuit. Ces supplications se font de plus en plus insistantes. Mais en y réfléchissant bien, on aide les gens à venir au monde. Pourquoi ne pas les aider à le quitter, dans le respect et la dignité? Puis un jour, on en a beaucoup discuté. Je dois mettre un oreiller sur son visage. Cela doit se faire le lendemain soir. La dernière journée, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Le soir venu, nous mettons notre plan à exécution. Tremblante, je prends l'oreiller. Puis d'un coup, il le repoussa de sa main, me regardant les yeux remplis de larmes, en me disant d'une voix si douce et paisible: « Non, mon amour, étrangle-moi. La dernière chose que je veux voir avant de partir, c'est ton joli visage. » Je respecte son choix, malgré la situation difficile à laquelle je suis confrontée. J'ai alors mis mes mains autour de son cou et j'ai serré, jusqu'à ce que j'entende les os de sa gorge craquer. Puis c'était fini. Je l'ai fait très rapidement, pour ne pas qu'il souffre. Aimer vraiment quelqu'un de tout son cœur, c'est être prêt à tout faire par amour. Salut, je m'appelle Eva Sanchez. J'ai 23 ans. J'adore la nature et les animaux. Me retrouver dans cet environnement me permet de me ressourcer. C'est pour moi l'endroit le plus propice à la méditation que je pratique de temps à autre. Un jour, j'avais décidé d'aller me balader dans une forêt connue pour être magnifique, mais ayant aussi une très mauvaise réputation. Des histoires de hantises se propageaient, et plus personne n'osait s'y rendre, faisant de ce bois un lieu dénué de presque toute présence humaine.
Au moins, j'étais sûre de ne pas être dérangée. Je me projetais déjà, me voyant méditer à l'ombre d'un arbre centenaire, au bord d'une rivière ruisselante, qui me bercerait dans un bonheur inoubliable. J'ai préparé mes affaires et je suis partie à l'aventure. J'étais tellement excitée que je ne tenais plus en place. Une fois arrivée sur les lieux, une légère appréhension parcourut mon corps. Rationnelle par nature, je n'y accordais aucune attention et entrais dans cette magnifique forêt. Je m'imprégnais de tous les bienfaits que m'offrait cette nature presque intacte. Je trouvai un coin idyllique qui se prêtait parfaitement à une petite méditation et restai là une bonne heure. Puis j'ai décidé d'explorer un peu. Je marchai un long moment, quand l'impression d'être suivi m'assaillit subitement. Je me retournai pour chasser ce malaise issu de nulle part, et à ma grande surprise, je vis un homme derrière moi. À sa vision, mon corps me hurla de fuir le plus loin possible. J'accélérai le pas, et remarquai qu'il en fit de même. Je décidai de changer de direction, de le semer dans les bois, mais le type arrivait à tenir mon rythme. Il ne se laissait pas distancer. La panique me gagna. Je fonçai aussi vite que j'en étais capable. Malheureusement, je trébuchai sur une branche et chutai au sol, avec une cheville en bien mauvais état. Alors que je me relevais, je le vis devant moi, tout près, me regardant de haut en bas, en souriant. Il me dit d'une voix à la fois charmeuse et sadique. « Où cours-tu comme ça? Et comment t'appelles-tu? »« Moi, c'est John. » »« Je m'appelle Eva. J'ai pris peur quand je vous ai remarqué derrière moi. Puis aussi changé de direction quand je l'ai fait moi-même. J'ai juste suivi mon instinct qui me conseillait de fuir. » »« Et tu as raison d'avoir peur. Ton instinct ne t'a pas trahi. » Puis John sortit un couteau, sans me lâcher du regard. Il laissa échapper un rire malsain, quand il se jeta sur moi et me ligota les mains. « S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je ne dirai rien à personne, c'est promis. » »« Tu veux déjà partir? Mais il en est hors de question. On vient à peine de faire connaissance, toi et moi. Tu sais que c'est très impoli de faire ça. Je pense que t'as pas la moindre idée de quel genre de mec tu as affaire. Pas vrai? On va s'amuser un peu, toi et moi. Je te promets que ça sera un bon moment. Pour moi, en tout cas. Non, non, je vous en prie. Par pitié. Ne me faites pas de mal. Je vous ai rien fait, moi. Ne sois pas si protocolaire. Tu peux me tutoyer? Et surtout, laisse-toi aller. Tu verras, ça va bien se passer. Il me souriait bêtement, si sûr de lui. Je perçus la perversion dans ses yeux. Il n'était pas net, ce mec. Comment veux-tu que ça aille? Tu viens de me dire que j'avais raison de m'inquiéter. Et tu oses me sortir que ça se passera bien? Mais quel genre de type es-tu pour faire une chose pareille? Ah! Il me gifla avec violence en me répondant. Le genre de type qui a horreur qu'on lui dise ce qu'il doit faire ou pas. Alors maintenant tu fermes ta gueule et tu fais ce que je te dis. T'as bien compris cette fois? J'étais terrifiée, mais je n'avais pas d'autre choix que de faire ce qu'il m'ordonnait. Déshabille-toi. Non, pitié, je t'en prie, ne fais pas ça. Devant mon refus, il me frappa de nouveau. J'ai dit, déshabille-toi. Alors fais-le, c'est tout. T'as pas fini d'en prendre des coups dans la gueule, toi, si tu fais pas ce que je te dis. Je commençais à enlever mon haut, qui resta coincé sur mes poignets, au niveau de mes liens. Il s'approcha de moi, et avec son couteau, déchira le tissu, puis jeta au loin les morceaux de mon t-shirt. Dans son mouvement, il se retourna légèrement, et ne me vit plus l'espace d'un instant. Je profitai de cette inattention pour partir en courant dans la forêt, malgré ma cheville tordue. Malheureusement, il me rattrapa avec facilité,
m'envoya au sol en me mettant un grand coup de pied dans le ventre. Ah! Vas-y, refais une connerie comme celle-là. Je te jure, tu vas le payer cher. Maintenant, fais-le. Et mène-toi, putain, on va pas y passer la nuit. Je retirai le bas, en tremblant de peur, complètement vulnérable en cet instant. Il s'approcha de moi, posa ses mains sur mon corps. Il tâta mes seins et les serra si fort qu'il me fit mal. Par réflexe, je reculai sous le supplice, ce qui l'énerva. Il me frappa et me plaqua au sol violemment. J'eus le souffle coupé sous le choc. Ensuite, il s'installa entre mes cuisses, les maintenant écartées avec ses genoux, et déboutonna son pantalon. Il me pénétra sans prévenir, m'arrachant un cri de douleur. Alors, petit Niars, t'aimes ça, hein? Ça a l'air de te plaire, on dirait. Mais il n'en était rien, bien au contraire. Pendant le viol, il me battit, m'humilia et m'insulta constamment. Et même, il me planta avec son couteau volontairement, assez profond pour me faire mal, me faire saigner, mais pas assez pour atteindre un organe. Une fois cela accompli, il se releva, s'écarta quelques secondes, et revint avec un rasoir avec lequel il m'entailla. Il m'enleva des morceaux de chair, un peu partout sur la peau. J'eus tellement mal. Mon corps ne fut plus qu'une immense plaie de souffrance. Je n'avais plus la force de bouger. Il ne me restait qu'à attendre la mort, qui serait pour moi une délivrance. Cette mort, je l'attendais avec impatience. Mais je n'étais pas au bout de mes peines, car il m'arracha les ongles à vif. J'avais tellement hurlé que je n'avais presque plus de voix. Quand il m'a violée pour la 4e fois, mon bourreau fut tellement brutal qu'il m'a cassé le bassin. C'était vous dire l'acharnement qu'il y mettait. Au moins, comme ça, je suis sûr que tu pourras plus m'échapper. Puis il s'éloigna. Je pensais qu'il en avait enfin terminé. Mais non. Il me regardait en riant, tout en allumant un feu. Maintenant, on va jouer un peu avec le feu. Je vais te brûler différentes parties du corps. Épuisé, ayant perdu beaucoup de sang à cause des coups de couteau et de rasoir, je tentais une fois de plus de le supplier. Non, s'il te plaît, pas ça. Par pitié, achève-moi. Ce sera plus humain pour moi. Mais ma chérie, il est hors de question que je te tue maintenant, voyons. On n'en a pas fini, toi et moi. Pitié, je t'en supplie. Arrête ça. Mes pleurs et mes supplications n'y changeaient rien. Cet homme n'avait pas de cœur. Il chauffa la lame de son couteau jusqu'à ce qu'elle devienne rouge, puis me la posa directement sur mon bras. Je hurlai de douleur. Cela ne le stoppa pas. Il continua. Encore. Et encore. Pendant des heures. Jusqu'à ce que l'intégralité de ma peau fût recouverte de brûlures. Mes forces m'abandonnaient peu à peu. Mon corps lâchait, n'en pouvant plus. Je ne tiendrai plus très longtemps. Elle s'en rendit vite compte. Cette fois, tu es à moi. Tu m'appartiens pour de bon. Je t'ai marqué comme du bétail. Dans un dernier élan de survie, malgré ma douleur atroce au bassin, je tentai discrètement d'attraper un morceau de bois qui se trouvait devant moi. Je le frappa de toutes mes forces au visage, mais cela ne lui a pas fait grand mal. J'étais trop faible, si faible, que je ne réussis même pas à soulever la bûche une deuxième fois.
Il me mit un énorme coup de poing en pleine face, en me disant d'un ton menaçant. Espèce de salope! Ne me refais jamais un coup comme ça. T'es qu'une sale pute, toi. Tu vaux pas mieux que les autres. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'étais pas la première à qui il faisait ça. Puis il me passa un câble autour du cou, en me disant d'une voix presque gentille. Regarde les étoiles maintenant. Je veux que tu les regardes une toute dernière fois. Tout en prononçant ces mots, il resserra le câble qui entourait ma gorge. Il m'étrangla, et je sentis ma vie s'échapper. J'avais attendu ce moment depuis tellement longtemps, que la mort fut pour moi la plus belle des délivrances. Oh bah tiens, te voilà enfin réveillé? T'as bien dormi, mon petit père? Cherche pas à parler, t'es bâillonné. Et tu vas le rester pendant un moment. Je vais te poser des questions. Et pour y répondre, tu feras des signes de tête. Compris? Ben, je vois au moins qu'on se comprend. C'est un bon début. Je suppose que tu n'as pas la moindre idée de ce que tu fous ici, n'est-ce pas? Alors laisse-moi éclairer ta lanterne. Amy Jenkins. Ça te dit quelque chose, hein? Mais si, je suis sûr que tu vois de quoi je parle. Arrête de me prendre pour un con! Tu l'as violée, torturée, et ensuite tu l'as tuée. Sais-tu qui elle était? C'était ma fiancée. On devait se marier le mois prochain, mais toi, pauvre type, tu l'as assassinée sans le moindre scrupule. Sais-tu quel métier je fais dans la vie? Non? Je suis médecin urgentiste. Et ambulancier à mes heures perdues. Mais en ce moment, je suis en vacances. Je suppose que tu sais ce que ça veut dire. Non? Toujours pas? Décidément, t'es pas bien aidé, toi, hein? Ben en fait, ça veut dire que non seulement tu vas mourir, mais tu le feras dans d'atroces souffrances. Comme ma pauvre Amy. Mais attends, j'ai mieux encore. Tu vois ce sac-là? Ben à l'intérieur, il y a tout le nécessaire pour à la fois te tuer, mais aussi pour te ramener à la vie. Tu verras, ça va être marrant. Et dans cet autre sac, il y a aussi des outils qui vont alors te faire très mal. Bon, je vais pas trop t'en dire, sinon je tire flipper. Alors, par quoi on commence? Ah mais oui, tu l'as violée. Je pense qu'il faut commencer par là. Ouais, c'est une chouette idée ça, non? Comment ça, non? Elle aussi, elle a dû te supplier pour que tu arrêtes. Mais est-ce que tu l'as fait? Non, toi t'as continué. Tout en la battant et en l'humiliant. Espèce de sale pourriture que tu es. Tiens, j'avais acheté un étau. Je me demandais bien à quoi il allait pouvoir me servir. Tu veux une révélation? Ben, je viens de trouver à l'instant. Mais pleure pas comme ça, enfin. J'ai encore rien fait. Cela dit, ça va pas tarder. Alors surtout prépare-toi, car ça va être très douloureux. Tu vois ce qu'il y a de bien dans mon job? C'est qu'il faut être prévoyant. Et je le suis. La preuve, tu es déjà dessapé. Arrête de chialer, tu m'énerves. Bon allez, finis de papoter. On passe aux choses sérieuses. Je mets mes gants. Toujours les mettre, c'est important. Attends, bouge pas. Je vais mettre tes testicules de merde dans l'étau. Oh, tu peux bouger autant que tu veux. Toutefois, je sais pas si t'as vu, mais t'es attaché à un lait inclinable, pauvre con. Ah oui, petit tube d'aide comme ça au passage. Quand je t'enlèverai le bâillon, tu pourras gueuler. Mais autant te le dire tout de suite, on est au beau milieu de nulle part. Dans visiblement ce qui ressemble à une ancienne scierie. Donc tu pourras te lâcher comme jamais. En plus, il y a même une déchiqueteuse à bois. Qui sait? Tu pourrais éventuellement finir dedans? Bref, je m'égare. Ou pas. Maintenant, je vais t'enlever le bâillon. Et tu vas répondre à mes questions. Une mauvaise réponse, je resserre l'étau. Une bonne, et je le desserre légèrement. T'as suivi jusque-là? Oui, j'ai suivi. Mais s'il vous plaît, me faites pas ça. Non, alors épargne-moi tes conneries. J'en ai rien à foutre.
contente-toi de répondre à mes questions. Et rien d'autre. Alors première chose, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Mais je sais pas. Mauvaise réponse, Freddy. Ah bah oui. Je sais, ça fait mal. Mais il faut y mettre un peu du tien aussi. Elle t'avait rien fait. Elle ne te connaissait même pas. Alors je répète. Pourquoi tu lui as fait ça? Mais je sais pas, car elle était jolie. Écoute, me fais pas de mal. Je suis champion de natation, j'ai besoin que mon corps reste intact, vous comprenez? Encore une mauvaise réponse, Freddy. Tu es champion de natation. Vraiment. Mais si tu savais à quel point je m'en fous, continue à déconner comme ça, et tu deviendras championne. Est-ce que tu peux desserrer un peu, s'il te plaît? J'ai pas entendu. Desserre les taux. Si tu veux les conserver, ça dépend de toi. Mais que veux-tu que je te dise? Réponds, Freddy, ne me force pas à me répéter encore et encore. D'accord, je vais répondre. Je l'ai juste vu quelque temps auparavant. Quand? Je sais plus exactement. Réponds, Freddy. Quand? Oui, ça me revient maintenant. C'était au mois d'août de l'année dernière. J'ai commencé à la suivre, puis je l'ai traquée, pour tout savoir sur elle. Et c'est comme ça que je l'ai eue. Et moi? Tu sais comment je t'ai eu, Freddy? Je suis sûr que non. Alors on va pas faire les grands chapitres. On va aller au plus direct. C'est un collègue à moi qui a pris en charge le corps d'Amy ce soir-là et qui a déclaré son décès. Puis sa dépouille a été descendue à la morgue. Et le médecin légiste a trouvé un cheveu en examinant son cadavre. Le soir où tu l'as tué, les flics m'ont appelé pour aller identifier son corps. J'y suis allé. Les flics discutaient avec le légiste, que je connaissais évidemment. J'avais demandé à passer un peu de temps avec ma défunte femme. Ça m'avait été accordé. Je m'étais mis un peu en retrait. Et c'est là que je les ai entendus. Ils disaient que le tueur avait de nouveau frappé. Et sans faire attention, ils ont dit ton nom et ton prénom. Pas très doué pour des flics, hein? Bref. Eh oui, ils savaient qui tu étais, mais n'ont jamais réussi à te mettre la main dessus. Je suis heureux de l'avoir fait avant eux. Quand ils ont quitté la morgue, j'ai discrètement demandé à mon collègue si tu avais un dossier médical enregistré dans cet hôpital. Et par chance, il s'avérait que oui. Alors j'ai demandé à le consulter. Et tu sais quoi? Il me l'a donné, en me faisant promettre de ne rien dire. Donc j'ai mené ma petite enquête sur toi. Puis je t'ai traqué sans relâche, comme tu l'avais fait avec elle. Et te voilà ici, coincé avec moi. J'avoue que tu ne dois pas être très à l'aise. Et je comprends. Pitié, s'il te plaît, ne me fais pas mal. J'ai mal agi, je sais, je m'en excuse. Mais, par pitié, s'il te plaît, j'ai une famille. Parce que tu crois que je n'en avais pas, moi? Mon collègue m'a dit qu'elle était enceinte. Et qu'elle pensait me le dire le lendemain soir, autour d'un bon repas. Elle avait d'ailleurs tout prévu. Elle les avait invités, lui et sa femme. Amy les avait fait promettre de ne rien me dire, pour que la surprise soit totale, car nous sommes amis et collègues. Tu as tué ma femme et mon enfant, et tu vas payer pour ça. Je suis vraiment désolé, je pouvais pas le savoir. Je vous en prie, arrêtez. T'es désolé? Sans déconner, mais faut réfléchir avant de faire des conneries. Je vais laisser les taux sur toi. Oui, je sais. Il n'est pas de bonne compagnie. Mais bon, on s'en fout un peu, hein. Tu connais des techniques de torture? Non. Moi si. Et j'ai bien l'intention d'en utiliser quelques-unes sur toi. Non, je vous en prie, par pitié. Ouais, ben on s'en fout de ce que tu ne veux pas. Amy ne voulait pas mourir. Et pourtant, elle est au cimetière maintenant. Et ça, par ta faute. Tu connais la technique dite
Du simulacre de noyade? Duncan prépare le pauvre Freddy, qui est terrifié. Non? Très bien. Alors je t'explique tout ça. Ça consiste à ligoter la victime sur une planche inclinée, de façon que sa tête soit plus basse que ses pieds. On recouvre alors la tête, en l'occurrence la tienne, d'un tissu, et de l'eau est versée dessus, de manière à entraver la respiration de celle-ci, qui est plongée dans les affres d'une mort prochaine par asphyxie. Mais moi je vais ensuite te faire revenir à la vie. Car oui, tu comprends bien que je veux pas me limiter qu'à ça, tu en conviendras. Non, par pitié, faites pas ça. Tu te répètes, Freddy. Bon allez, on y va. Duncan verse de l'eau sur le tissu. Lorsque Freddy cesse de respirer, il le réanime et il fait ça à plusieurs reprises. Allez, mets-toi de t'en remettre. C'est pas encore fini. Tiens, on va passer aux techniques plus classiques maintenant. Ça va changer un peu. Mais tu vas morfler tout autant. Ah oui, tu l'as touché avec tes sales pattes dégueulasses. Je vais te les couper. De toute façon, entre nous, elles te serviront plus à grand chose. Tant que j'y suis, je vais aussi t'arracher les dents. Elles non plus ne te serviront plus. Je sais pas si tu vois où je veux en venir en faisant tout ça. Eh ben, je vais te le dire. Je t'ai coupé les mains pour que les flics, s'ils retrouvent ton corps bien sûr, ne puissent pas avoir tes empreintes. Et c'est pareil pour les dents. Bye bye les identifications par empreinte dentaire. Ça sera vraiment difficile d'identifier un cadavre dans ces conditions. Ensuite, j'ai vu sur ton dossier médical qu'après un accident de voiture, tu avais eu une double fracture ouverte du tibia péroné. Et que suite à ça, tu avais subi une intervention chirurgicale. Et les médecins t'avaient mis une plaque vissée sur l'os, dans ta jambe. Je suis désolé, mais je vais devoir la retirer aussi, tu sais. Et tout ça, sans anesthésie bien entendu. Eh oui, toujours dans le même procédé, au cas où les flics viendraient à te retrouver. Non mais t'es un malade. Tu peux pas faire ça. T'es complètement barge ou quoi? Va te faire soigner, espèce d'abruti, va. Dis donc, reste poli, tu veux. Si tu n'avais pas tué ma femme, tu ne serais pas là aujourd'hui. Et dis-toi que je vais libérer les femmes de leurs peurs les plus profondes, qui ont été causées de par tes conneries. En plus, ça fera un salaud de moins sur cette terre. C'est tout bénef. Alors maintenant, ferme-la. Je vais m'occuper de ta jambe. Et rappelle-toi bien, Freddy, sans anesthésie. Ah oui, j'ai oublié de te dire. Le protocole d'hygiène sera totalement absent sur ce coup-là. Mais après tout, on s'en fout complètement, hein. Duncan commence par visualiser les radios de Freddy pour savoir exactement quelle jambe ouvrir et aussi pour avoir l'endroit exact où se situe la plaque. Une fois cela fait, il commence à ouvrir la jambe où se trouve la fameuse plaque. Freddy hurle de douleur. Mais rien n'arrête Duncan. Une fois arrivé à l'endroit où il se situe, il commence à enlever soigneusement toutes les vis qui la relient à l'os de Freddy, qui entre-temps s'est évanoui. Une fois cela fait, il lui coupe le sexe, puis le conserve pour lui montrer à son réveil. Mais Duncan est allé encore beaucoup plus loin dans la perversion. Et effectivement, il avait emmené un pistolet à eau. Il semblait pourtant si réel, mais il avait aussi une vraie arme à feu. Quand Freddy se réveille, Duncan lui montre ce qu'il avait fait de son organe reproducteur. Freddy hurle de douleur. Oh, je vois que le réveil est un peu mouvementé. Bon, tu te retrouves avec un bout de bidoche en moins. Tu vas pas en faire toute une histoire quand même. Ah oui, et il n'y a pas d'antidouleur, forcément. Bon, maintenant qu'on a travaillé sur la torture physique, on va bosser sur la torture mentale. Ah oui,
Tu verras, c'est pas mal non plus. Eh oui, Freddy, tu ne serais pas dans cette position minable si tu n'avais pas tué ma femme. Quand on dit qu'il faut toujours avoir une bonne réflexion avant de faire une connerie, bah là au moins, tu vois que c'est avéré. Tu veux que je t'apprenne comment on tue un bonhomme? Je vais te dire comment on tue un bonhomme. Tu oublies cette technologie sophistiquée. Tu as ton flingue. Tu trouves le bonhomme. Et tu l'attrapes par les cheveux. Tu pointes ton arme comme ça. Et tu lui fais gicler la cervelle. Freddy a eu la peur de sa vie. Mais Duncan avait pris le pistolet à eau et lui avait arrosé le tempe. Ah, tu as eu peur. C'est à mon petit-neveu. C'est un jouet. Celui-ci est un vrai. Puis Duncan tire une balle en pleine tête de Freddy, qui tombe à terre, mort, dans une mare de sang. Il brûle le corps et le désosse entièrement. Il réduit en poudre tout ce qui ne crame pas, c'est-à-dire les os et les dents. Quant à la plaque, il la fait fondre dans un feu, alimenté par un accélérateur. Mais le corps met beaucoup trop de temps à brûler. C'est là qu'il décide de le passer dans la déchiqueteuse à bois. Plus jamais personne n'avait revu Freddy. C'est comme s'il s'était littéralement évaporé. Je m'appelle Scott Allan. Mon frère Chris et moi-même sommes photographes animaliers basés en Alaska. Nous habitons à Anchorage, une charmante petite ville. Notre père lui aussi pratiquait ce métier. Il nous a à la fois transmis sa passion ainsi que son savoir-faire. Nous sommes tellement fiers de lui et aussi reconnaissants que maintenant nous aspirons qu'à une chose, faire en sorte qu'il soit à son tour aussi fier de nous que nous le sommes de lui. En ce moment, nous sommes à Talkeetna, un magnifique petit village que nous voulions visiter depuis très longtemps, et aussi y passer quelques semaines. Peu de temps après, nous avons décidé d'explorer les montagnes au nord de l'île Kodiak, qui allait durer toute la journée. Nous sommes partis en hydravion de Talkeetna. Nous sommes en automne, donc il faut être prudent, sans compter que les premières neiges ont déjà fait leurs apparitions. Cela va nous aider à distinguer les différentes traces et empreintes laissées par les animaux lors de leur passage. Le pilote nous a déposés sur la face nord de l'île. Le point de récupération était au même endroit, vers la fin de l'après-midi. Nous restons assez prudents, car la montagne abrite différentes sortes d'animaux sauvages. Nous pouvons y croiser des mouflons, des élans, des orignaux, des caribous, mais aussi des prédateurs, comme des loups, ainsi que des ours. Or, nous savons pertinemment que nous ne craignons absolument rien des loups, qui sont seulement victimes d'une mauvaise réputation. Évidemment, nous sommes armés. Lorsqu'il nous arrive de nous en servir, c'est juste des tirs d'effarouchement, c'est-à-dire pour leur faire peur uniquement. Nous ne tirons jamais pour tuer, à moins d'y être vraiment obligés. Tout en continuant de gravir la montagne, le froid mordant était bien présent, mais nous étions bien protégés avec nos vêtements chauds, sans compter tout le matériel photo. Ça tient chaud, mine de rien. Puis en avançant encore un peu, nous avons vu des traces de loup. Tout en continuant notre marche, c'est là qu'on a décidé de s'arrêter, tout en observant une carcasse de caribou. Nous avons de nouveau vu des traces de loup aux alentours. Alors nous nous sommes couchés au sol, pour pouvoir observer sans être vus, quand ils reviendront pour finir leur repas. Au début, on ne voyait que les bois de l'animal au bord de l'autre rivière. Mais il y avait une masse sombre. Je pensais que c'était le reste du corps. Mais quand ça a bougé, c'est seulement à ce moment-là qu'on a vu que nous faisions face à un ours Kodiak. Il a dû nous entendre, car il a levé la tête, puis il s'est levé, et s'est approché de nous. Une courte petite rivière peu profonde nous séparait de lui. C'est autre chose de faire face à un ours qui nous a vus, qui sait qu'on est là, et qui n'a pas peur de notre présence. Parfois, ce sont les animaux qui fixent les limites. Ici,
il nous a clairement fait comprendre qu'il ne fallait pas approcher plus. Dans ces moments-là, c'est important de rester calme et vigilant. C'est un peu un mélange de peur. On ne sait pas trop ce qui va se passer et à la fois de fascination. La rencontre est intense, simple et sans artifice. Nous avons pris des photos ainsi que des vidéos. Mais maintenant, on n'a pas le choix que d'attendre que l'ours s'éloigne pour nous permettre de quitter les lieux en toute sécurité. Malheureusement, il tarde à le faire. Et pendant ce temps-là, les heures passent rapidement, ce qui fait que nous avons manqué notre récupération, sans compter que le temps commence à méchamment se gâter. Pourtant, un autre problème encore plus alarmant se peaufine à l'horizon. En effet, la nuit commence à tomber. Il ne fait pas bon traîner sur le territoire des prédateurs, surtout de nuit. Nous avons quitté les lieux très tard. Il faisait de plus en plus froid. Une inquiétude latente commençait à s'installer en nous. Puis des hurlements de loups se sont fait entendre au loin. Nous sommes au beau milieu de leur terrain de chasse. Sans compter qu'il nous reste toute la montagne à redescendre. Cela va être encore très long, à notre plus grand désarroi. Nous entendons des grognements de loups. Ils chassent en meute. Cette fois, ça y est, nous sommes présentement au cœur d'une prédation. Jamais nous avions vécu ça auparavant. Une angoisse encore plus profonde nous traverse mon frère et moi. Même si nous n'avons pas à craindre les loups, et nous le savons pertinemment, l'endroit ainsi que la situation nous font plonger très rapidement dans un climat anxiogène malgré tout. Et c'est avec les jambes tremblantes que nous essayons tant bien que mal de nous repérer avec la lune. Sauf que les bruits que l'on perçoit tout autour de nous laissent à penser que nous sommes cernés par les prédateurs de toutes parts. Nous décidons de faire demi-tour. Mais un grognement encore plus profond que ceux des loups, et surtout plus proche, nous fit stopper net. Nous sommes maintenant face à un ours Kodiak mâle de presque 450 kilos. Plutôt énervé de voir des humains empiéter sur son territoire d'alimentation, sans compter que la faim lui tiraille le ventre. Mon frère a hurlé de peur, car il a été surpris, ce qui peut se comprendre au vu des circonstances. Imaginez la taille de la patte de cet ours. Regardez ses griffes massives. Un seul coup de celle-ci suffit pour garantir un lit en soins intensifs. Enfin, pour les plus chanceux. Sauf que mon frère, lui, n'a pas eu cette chance. L'ours lui a mis un coup, puis l'a mordu à plusieurs reprises. Il a malheureusement été tué par le prédateur. Aucun de nous n'avons eu le temps de sortir son fusil. Pour ma part, je me suis couché au sol, sans bouger, puis j'ai attendu, me disant que si ce n'était pas l'ours ou les loups qui auraient ma peau, ça serait sans doute le froid. Au bout d'un long moment, il était enfin parti. J'ai réussi à me lever, puis j'ai trouvé une petite grotte, priant pour que ce ne soit pas la tanière d'un ours. Et j'ai allumé un feu. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Le lendemain, j'ai redescendu la montagne seul. Je ne pouvais pas emmener mon frère. Je l'ai donc laissé là-haut. Ensuite, je me suis rendu au point d'extraction. Par chance, le pilote était revenu, m'expliquant que le soir, il n'avait pas réussi à décoller de Talkeetna à cause de la tempête. Je lui ai dit ce qu'il s'était passé. Il était comme moi, à la fois triste et choqué. Puis nous avons décollé pour enfin quitter l'île aux ours. Une fois rentrés, nous avons appelé la police, ainsi que les secours, qui ont fait rapatrier le corps de mon frère. Enfin, ce qu'il en restait du moins, et qu'on a tout de même réussi à mettre en terre. Après ces événements tragiques, la vie ne sera plus jamais pareille. Je tiens à souligner que les loups sont trop souvent victimes de leur mauvaise réputation, imputée par l'homme, avec les contes et légendes. Bien entendu, il n'en est rien. Le loup aura bien plus peur que vous si vous le croisez. Par contre, ce sont des animaux magnifiques, qui ont des leçons de vie à nous apprendre, et ce, dans bien des domaines. Et c'est à la fois une rencontre unique et majestueuse
qui impose le respect. Alors respectez les animaux, la nature, enfin, respectez la vie, quoi. Tout simplement. Candice est une fille très sûre, gentille, peut-être même un peu trop d'ailleurs, et honnête. Bref, une personne au grand cœur sur laquelle on peut compter. Un après-midi d'hiver, alors qu'elle ne travaille pas, elle décide de se regarder des films de Noël, tranquillement enroulée dans son plaid polaire, avec un bon chocolat chaud à ses côtés. Le rêve en somme. Mais la sonnette retentit dans la demeure. Elle se lève pour aller voir ce qu'il se passe. En ouvrant la porte, un homme à l'apparence plus que correcte lui explique qu'il est tombé en panne non loin d'ici, et que par malchance, son portable n'a plus de batterie. Il lui demande s'il peut entrer pour appeler une dépanneuse. Candice ne peut pas le laisser dans le froid mordant de l'hiver, donc elle accepte. L'homme la remercie. Elle lui demande où se trouve le téléphone. Elle lui montre la cuisine, ainsi que l'appareil, qui se trouve sur le plan de travail. Il la remercie de nouveau et passe son appel. Entre-temps, Candice est retournée à la salle à manger pour arrêter son film. Elle entend l'homme parler au dépanneur. Elle se sent vraiment ravie d'avoir pu l'aider, surtout avec le froid qu'il fait dehors. Celui-ci revient vers elle, lui expliquant que le dépanneur allait arriver, mais qu'il avait plusieurs dépannages à faire avant, car il gèle vraiment très fort dehors, et que plusieurs personnes se retrouvent en panne avec leur véhicule immobilisé. Candice accepte qu'il attende à son domicile. L'homme se présente. Il s'appelle Greg. Tous les deux se mettent tranquillement à discuter. Candice lui propose un café bien chaud, qu'il accepte volontiers, car le froid est vraiment persistant et particulièrement rude. Ils s'installent tous les deux sur le canapé, puis les discussions reprennent de nouveau. Tout se passe pour le mieux. Le courant semble bien passer. Qui sait, cela pourra déboucher sur une nouvelle amitié, voire même si tout se passe vraiment très bien, pourquoi pas sur un nouvel amour? Seul l'avenir nous le dira. Les discussions et le partage vont bon train. Puis les heures défilent à toute vitesse. Candice propose un nouveau café à Greg, qui accepte avec plaisir. Elle va dans la cuisine pour le lui préparer. Elle décide en même temps de vérifier le journal de son téléphone. Mais le dernier appel enregistré sur cet appareil est celui qu'elle a passé à Nathalie, sa copine et collègue de travail. Visiblement, Greg n'avait passé aucun appel. Elle décide de faire comme si de rien n'était, pour ne pas éveiller ses soupçons. Après tout, elle est seule, donc mieux vaut être prudente. En revenant de la cuisine, Candice lui donne son café, puis ils discutent de nouveau ensemble. Mais rapidement la nuit commence à tomber. Candice lui dit qu'il est peut-être temps de partir maintenant. Mais Greg semble complètement esquiver ses paroles. Pire, il ne l'écoute même pas. Il enchaîne la discussion sur un autre sujet. Il demande à Candice si elle aime le cinéma. Un peu ennuyée, elle lui dit que oui. Greg lui dit qu'il a un gros projet en cours. C'est alors qu'il se met à lui expliquer le projet de ses rêves. Il lui dit qu'il désire filmer un meurtre, mais pas n'importe quoi. Lui, ce qu'il souhaite, c'est un film avec aucun trucage. Autrement dit, un meurtre réel. Mais tout à coup, Candice voit une petite lumière rouge qui ressort légèrement du blouson de Greg. Là, elle s'aperçoit avec stupeur que c'est une petite caméra, et que Greg a visiblement trouvé sa première actrice pour ce grand rôle. Greg voit la peur dans les yeux de Candice, qui cette fois ne peut la cacher. Ses mains sont moites, elle tremble. Elle essaie malgré tout de le cacher, mais en vain. Cette peur est si intense qu'elle se lit très clairement sur son visage. Elle demande à Greg d'une voix tremblante de bien vouloir quitter son domicile, prétextant qu'elle a des choses à faire, sans compter qu'il fait maintenant nuit, et que son copain n'allait pas tarder à arriver. Elle dit uniquement ça pour le décourager, mais visiblement, ça n'a aucun effet sur lui. Il la regarde, sans dire un mot. Puis d'un coup, il lui saute dessus. Candice n'a même pas le temps de réagir, que Greg est déjà sur elle. Elle la poignarde à multiples reprises. Elle réussit à lui échapper, mais il la rattrape. Il l'étrangle. Elle le griffe au visage. C'est à ce moment-là qu'il décide de l'égorger. Il quitte rapidement la maison de Candice en laissant la porte entrouverte. Le lendemain matin, ne la voyant pas à son poste,
alors que ce n'est absolument pas dans ses habitudes d'être absente sans prévenir, son patron l'appelle au téléphone. Mais ceci reste sans réponse. Inquiet, son patron demande à Nathalie, sa collègue et amie, de bien vouloir passer chez Candice, car elle ne répond pas au téléphone. Et rappelons-le, ce n'est pas dans ses habitudes de faire ça. Nathalie accepte de passer chez Candice, mais en arrivant, elle trouve la porte entr'ouverte. Elle appelle son amie, mais aucune réponse ne lui parvient. Tout en continuant de l'appeler, elle pénètre dans la maison, en balayant celle-ci du regard. Mais très vite, elle fait la macabre découverte. Candice est retrouvée morte, dans une mare de sang, la gorge complètement tranchée. Elle appelle immédiatement la police, ainsi que son patron. Bien que Greg ait réussi à tuer Candice, il ne s'est visiblement pas préoccupé des traces qu'il avait laissées derrière lui. Notre amateur en vidéo prouve bien qu'il n'y a pas que dans les films qu'il est amateur, mais aussi dans le meurtre. Quelques jours plus tard, il s'est fait arrêter par la police, qui savait pertinemment que c'était lui, au vu des traces ADN retrouvées sur les lieux, sans compter les multiples erreurs qu'il avait commises et qui ont été analysées sur place. Comme par exemple, ses empreintes retrouvées un peu partout sur la scène de crime, et aussi la trace de semelle qu'il avait laissée en marchant dans le sang de Candice, en quittant précipitamment les lieux. Tuer quelqu'un n'est pas chose facile. Ça l'est encore moins pour un débutant. Alors quand en plus l'homme fait vraiment n'importe quoi, ça aide pas. Car visiblement, il n'a fait que des erreurs. Non, le mec, il ne fallait pas le laisser faire n'importe quoi. Car pour lui, les perspectives, c'est un concept abstrait. Salut, j'écris des histoires horrifiques que je poste en ligne sur ma chaîne YouTube. Notre immeuble est composé de 6 logements, certains en location, comme moi par exemple, et d'autres ont été vendus. Sauf que certains voisins, dont 2 familles, ne respectent absolument pas les autres. Pourtant, sur le tableau qui se trouve en face des boîtes aux lettres, une feuille du syndic stipule bien de ne pas faire de bruit dans les communs. Mais ces gens-là s'en foutent complètement. De plus, la feuille avait été arrachée. Donc voilà un peu le niveau d'intelligence de ces personnes. Ça discute dans les couloirs pendant des heures, laissant les gosses foutre le bordel. Nous en sommes tous victimes. Personne n'ose rien dire, de peur de se faire embarrer. Car oui, ces cons n'ont aucun scrupule. Un jour, un nouveau locataire est venu s'installer, suite à un départ dans la résidence. Ne supportant plus cette atmosphère, la personne avait préféré déménager. C'était un homme d'une 30aine d'années. Il était assez introverti, mais plutôt gentil et poli. Je me souviens surtout de son regard, ténébreux, intimidant et mystérieux. Une fois de plus, les autres foutaient le bordel dans les escaliers, comme à leur habitude. Il est allé les voir, pour leur demander de faire moins de bruit. Mais de suite, ils lui ont répondu qu'il faisait ce qu'il voulait, et que s'il n'était pas content, il n'avait qu'à déménager. Il n'a rien dit sur le coup. Cela se reproduit 2 ou 3 fois. Il ne disait toujours rien, mais n'en pensait pas moins. Je le croisais souvent. On discutait normalement, de tout et de rien. On s'entendait bien. Puis à la longue, une amitié s'est installée. Vous allez me dire, entre victimes, c'est normal. Oui, effectivement. Un jour, j'étais la boîte aux lettres. Les voisins foutaient le bordel, pour ne pas changer, et leurs gosses en faisaient tout autant à l'étage inférieur. J'ai entendu une porte s'ouvrir. Je n'y ai pas prêté attention. Lorsque j'ai entendu les gosses hurler comme des malades, les parents leur ont demandé de faire moins fort, car ils ont dit, je cite, « On ne s'entend plus parler ». J'ai entendu des bruits bizarres, puis plus rien. Le silence total. Plus de bruit de gosses. J'étais toujours devant ma boîte aux lettres, lorsque j'ai vu du sang couler sur la bordure des escaliers. Ensuite,
quelqu'un est monté à l'étage supérieur. Là aussi, j'avais entendu des cris d'affolement. Puis j'ai notamment perçu d'autres bruits bizarres. Et d'un coup, un silence pesant régnait dans la cage d'escalier. Tout s'est passé tellement rapidement. Mon voisin est descendu. Il était couvert de sang. De mon côté, j'étais prise de panique. Heureusement, j'ai cette capacité à cacher et intérioriser mes émotions. Je lui ai demandé ce qu'il s'était passé. Il m'a dit qu'il les avait tués, qu'il les avait tous tués. Il avait commencé par égorger les gosses, d'où le sang sur la bordure des escaliers. Et ensuite, il avait tué les adultes, avec une arme à feu dans chaque main, muni d'un silencieux. Je le regarde, me disant au plus profond de moi que je serai sans doute la prochaine. Même si j'essaie de cacher au mieux ma crainte, il l'aperçoit malgré tout dans mes yeux. Il me dit de ne pas avoir peur, qu'il ne me ferait rien, que tout cela n'était pas de ma faute. Il ajoute qu'avant nous étions des victimes et que maintenant nous sommes libres. Cependant, il me demande si on pouvait aller discuter dans un endroit plus tranquille, me rassurant en disant que je ne craignais rien. Mon appartement étant au rez-de-chaussée, c'est donc tout naturellement que nous y entrons. Cela évite de grimper les étages, où se trouvent à la fois les corps, ainsi que le bain de sang, qui tapisse les murs et les sols. Ce mec est capable de te refaire une déco rouge sang en un rien de temps. Une fois chez moi, je lui propose poliment un café. J'étais pas très à l'aise. Mais après tout, il venait de liquider toutes celles et ceux qui ruinaient notre tranquillité. Ce type est vraiment l'antidote aux emmerdements. Il me demande si je pouvais garder le silence quand la police viendrait. Je lui réponds que oui, qu'il n'y avait aucun problème. Il me dit de lui raconter ce que je répondrai aux flics quand ils vont m'interroger. Je lui réponds que j'enregistrerai mes voix off pour l'une de mes vidéos, car je suis youtubeuse, que j'avais le casque sur les oreilles et ne pouvais entendre ce qu'il se passait à l'extérieur, sans compter que j'avais l'habitude du bruit dans les communs, vu que les voisins en faisaient toujours. Il fut satisfait de ma réponse, et en me remerciant, il quitta mon domicile. De ce fait, je suis devenue complice de ces crimes, mais à quel prix ? Tout simplement celui de la tranquillité à laquelle nous avions droit, et qui nous avait été refusée. Il rentre chez lui pour se changer, en faisant bien attention d'éviter le sang. Il repart discrètement par la cave, en prenant à nouveau soin de ne pas marcher dans du sang, qui pouvait potentiellement le trahir. Puis il a quitté les lieux, sans que personne le remarque. Il était parti faire un tour, comme si de rien n'était, avant de revenir. C'est à ce moment-là qu'il avait appelé la police, pour signaler qu'il y avait beaucoup de sang en bas. Et quand il a voulu monter les escaliers, il avait vu les corps des enfants, et qu'il n'avait rien touché, puis était redescendu. Le mec venait de se faire un alibi tout trouvé. Quant à moi, j'allais appuyer celui-ci. Une fois les flics arrivés sur les lieux, les constatations sont faites. Il s'agit bien d'homicide volontaire au premier degré. Comme dans toutes les enquêtes de voisinage, il sonne à ma porte, me demandant si j'avais vu ou entendu quelque chose. Je leur explique que non, disant mot pour mot ce que j'avais dit à mon voisin quelque temps auparavant. Il me fit un clin d'œil. Je fis de même en retour, tout en restant discrète. Je venais moi aussi de me trouver un alibi en béton armé. Sans compter que tout cela prenait sens, car 2 jours avant, j'avais commencé un enregistrement que je n'avais pas terminé. Je l'avais relancé juste après que mon voisin ait quitté mon domicile. Comme ça, au cas où.
ce qui me permettait d'avancer un peu dessus. Pour prouver ma bonne foi aux flics, je les fais entrer dans mon bureau. Ils ont constaté que mon micro était bien branché et que mon logiciel avec l'enregistrement était ouvert. Ils ont fait leur enquête. Une fois cela terminé et la levée des corps effectuée, ils ont quitté les lieux. Une équipe de nettoyage des scènes de crime fut appelée pour redonner un coup de propre à tout ce merdier. Les flics n'avaient absolument rien pour commencer leur enquête. Ni armes, ni empreintes, et aucun suspect potentiel. Rien. Le lendemain, mon voisin assassin est venu me voir pour me remercier, car selon lui, j'avais été parfaite. Depuis, nous sommes devenus amis. Enfin, nous l'étions déjà avant. Mais notre amitié, ainsi que notre respect mutuel, s'était davantage intensifié. Sans compter que maintenant, nous pouvons vivre tranquillement et sereinement. Et surtout dans le calme. Ah oui, ça nous avait cruellement manqué. De plus, nous avons appris quelques mois plus tard que l'enquête était au point mort, et officiellement, elle serait classée sans suite. Au fil du temps qui passait, toute cette histoire était devenue un cold case. Quant à nous, nous vivions heureux et surtout libres de toute contrainte.